Bonsoir. Vous le savez tous, désormais notre rendez-vous du jeudi est consacré au décryptage de l'actualité. Nos spécialistes de l'info décortiquent pour vous les événements qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Nos échanges ce soir porteront sur la candidature d'Adama Bictogo à la présidence de l'Assemblée nationale, le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire et les grossesses en milieu scolaire dans notre pays. En toute fin d'émission, Mike Danon sera présent à travers une vidéo à propos justement du passeport de Blé Goudé. Je peux vous dire que le jeu en vaut la chandelle. Il faut rester jusqu'à la fin. Analyse pertinente et débat constructif. Et ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oyez, oyez, on est très heureux d'être en votre compagnie comme tous les soirs et surtout le jeudi, car jeudi, c'est jour de décryptage des événements marqués la semaine. Nos spécialistes autour de cette table décryptent ces événements. Ils les décryptent et on commencera par notre invité, Monsieur Franck Etienne. Bonsoir Franck, comment ça va? Bonsoir Boris, ça va très bien. Très bien, je rappelle que vous êtes journaliste, consultant, également directeur et président fondateur de Adjoa.net. Adjoa.net. Très bien. Bonsoir Alain. Pourquoi tu ris? Enfin, je pensais à Adjoa, c'est Adjoa. C'est Adjoa. C'est ça, c'est ça. Pas Adjoa. Hein, Adjoa, oui, comme un titre d'une chanson qu'on connaît. qu'on pourrait chanter, mais on n'a pas assez de temps. Voilà. Vous allez bien là? Ça va. Vous êtes en Merci. forme, c'est très bien. Élisée Boloubé, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien et vous-même? Ça va très bien. Ça va très Merci. bien. Vous êtes dans votre mois, Élisée? Oui, exactement. Très bien. Le mois de juin, le mois béni, le 6e mois de l'année, un mois particulier. J'en dirai plus les semaines à venir. Dans les semaines à venir. Donc restons connectés et concentrés. Élisée Boloubé, Une sorte de teaser. voilà, il tease son anniversaire. Bonsoir Yana. Bonsoir Brice. Comment allez-vous? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, toujours avec le sourire. Ce sourire qui illumine notre plateau. Même David Guccelli ne peut pas. On va partir tout de suite pour notre séance de décryptage. Premier point de décryptage ce soir, le tout premier, concerne donc l'Assemblée nationale et la candidature de Adama Bictogo. Élisée Boloubé, je commencerai par vous. Dépôt de candidature d'Adama Bictogo ce mardi 31 mai 2022. Un dépôt de candidature qui vient dans la juste logique des choses. Il avait été donc choisi par son parti. Il fallait donc déposer sa candidature. Il y a un symbole derrière? Symbole de l'unité du parti? De la discipline du parti? Peut-être que les événements qui ont suivi plus tôt, voilà, qui viennent confirmer relativement la question de l'unité du parti. Mais déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, il a été choisi par son parti. Cela lui a été indiqué au cours d'une réunion à la maison du parti, du RHDP, à la rue Lépic, où il a été désigné officiellement comme le candidat du parti pour briguer le poste de président de l'Assemblée nationale. Et donc, le mardi, effectivement, il a procédé au dépôt de sa candidature officiellement. Et ce même mardi, même encore, pour aller plus loin, il a entrepris une démarche pour solliciter éventuellement, ou de présenter sa candidature et solliciter le soutien de l'UDPCI. Et donc, partir rencontrer le président de l'UDPCI. Et à la suite des échanges, on a tous entendu la déclaration du président de l'UDPCI, M. Albert Mavri-Touakeus, qui a promis le soutien de son parti à la candidature de M. Bictogo. On a vu aussi que dans la foulée, il s'est rendu également au PPACI, où il a rencontré le président exécutif, M. Hubert Oulaye, avec qui effectivement ils ont échangé, lui et sa délégation, sur éventuellement sa candidature. Et là effectivement, il a dit que sa candidature est une candidature de cohésion, au-delà vraiment des jeux politiques. C'était vraiment une candidature de cohésion qui partait au-delà du symbole politique, en fait, du symbole, je dirais, du parti politique. Ce qui m'intéresse, mais là, le PPACI a dit qu'ils ont pris acte de sa démarche, qu'ils saluent d'ailleurs, mais qu'au niveau du PPACI et du PDCI, ils avaient décidé vraiment de ne présenter aucune candidature au niveau pour le poste de président de l'Assemblée nationale. Maintenant, officiellement, ils ne se sont pas engagés à le soutenir ni à l'accompagner, mais ils ont dit qu'ils ont apprécié la démarche, le fait vraiment de venir vers eux et solliciter leur soutien, solliciter leur concours, présenter sa vision. Ils ont vraiment apprécié cette démarche-là. Donc on attend... C'est le contrat qui nous aurait étonné? Non, pas que ça nous aurait étonné, pas du tout. Je pense que
c'est cette manière de faire la politique que nous tous nous plébiscitons. Cette manière-là de pouvoir, au-delà des idéaux, au-delà des positions politiques, de pouvoir se parler, présenter la vision. Il n'est peut-être pas obligé de le faire, mais il l'a fait, on a apprécié la démarche. Effectivement, ceux même qui l'ont reçu, peut-être ne s'attendaient pas à cette démarche, mais en tout cas, on a tous apprécié la démarche et en même on temps, salue. Alain Toussaint, on se rappelle bien que M. Bictogo était présent au congrès du PPACI, c'est cela? Oui, c'est ça, il avait été invité. Il avait été invité, il a répondu président, il a même prononcé un discours. Donc cette façon de faire de la politique là dont parle Élisée Bologbeu, eh bien déjà, je pense que M. Bictogo est familier à l'exercice. Oui, en fait, il est un peu le trait d'union entre le pouvoir et ce qu'on appelle l'opposition. D'abord par sa nature, c'est un homme de relations assez ouvert aux autres. Donc c'est quand même dans un exercice qu'il aime bien. Il n'a pas de problème particulier. Moi, je voulais juste relever que sa candidature est quasiment sans enjeu, puisque l'opposition est en minorité. Ma question pour vous aurait été, Adama Bictogo en roue libre? Oui, en roue libre, oui, déjà élu, avant même que l'élection ait eu lieu. Et maintenant, les visites au PPACI et à l'UDPCI, je pense que c'est aussi l'occasion peut-être bien sûr de se rapprocher, mais d'envisager la composition du futur bureau de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas oublier que l'UDPCI n'avait pas obtenu de siège au bureau de l'Assemblée, donc sans doute qu'en contrepartie, ce parti-là sera représenté. Alain, j'en profite pour la prochaine question à Franck Etienne. L'UDPCI, son positionnement par rapport au parti au pouvoir qui affirme soutenir par exemple le RHDP, quel commentaire vous faites de cette déclaration? C'est un rapprochement? Non, c'est pas un rapprochement forcément. Et Élisée l'a dit tout à l'heure, c'est cette bonne manière de faire la politique que les Ivoiriens attendent donc de leur leader, c'est-à-dire réussir à discuter à chaque fois qu'un problème se pose, de discuter autour de tous les sujets. Voilà. Pardon, je reviens là. Et il se trouve que, ce qu'Alain a souligné tout à l'heure est fondamental. Le RHDP est archi majoritaire, mais à l'Assemblée nationale. Donc le RHDP n'a même pas besoin de solliciter le vote de l'opposition. Cependant, et c'est ce qui fait le charme et je vais dire le symbole donc de la démarche de M. Bictogo, c'est-à-dire que quand bien même il est en roue libre, quand bien même il part en roue libre, c'est intéressant, c'est bon pour lui qu'il marque des pas des gestes de cohésion. Alors permettez-moi, donc je disais que je revenais à Alain. Pour nos téléspectateurs, l'UDPCI est considéré comme un parti d'opposition. Mais écoutez, on sait que son leader était à la tête quand même de ceux qui ont mené la désobéissance civile en octobre dernier, 2020. Mais il y a eu quand même un rapprochement avec le pouvoir, puisque M. Bictogo avait rencontré M. Touakeuse il y a quelques semaines. C'est un rapprochement quand même assez significatif. Et puis bon, le ton même du leader de ce parti est un ton quand même un peu conciliant. Est-ce qu'il aurait pu avoir la position du PPACI pour dire merci, bravo, on prend acte, mais pour l'instant on préfère s'abstenir. Mais lui, il a clairement dit qu'il soutiendrait. Oui, je pense que ce n'est pas mauvais, mais comme je vous l'ai dit, c'est aussi dans la perspective de l'après-élection. Après, il y a des choses qui vont se dérouler à l'Assemblée, donc il vaut mieux être du bon côté de la balance. Vous voyez, donc c'est quand même très important. J'imagine le commentaire peut-être des autres. D'accord, sans commentaire. Voilà. Mais le commentaire, après ce qu'Alain dit, c'est de la stratégie de parti. Donc chacun doit pouvoir gagner sa place et c'est maintenant que ça se joue parce que, comme vous le dites, il est en roue libre. On sait très bien que tout ce qui se passe en ce moment, c'est juste une histoire de protocole et de formalité. Mais peut-être qu'au-delà de la stratégie politique, il y a peut-être que M. Mabry estime que M. Bictogo est la personne. Voilà, justement. Oui, justement. Ça dit qu'au-delà donc du choix du RHDP, je pense que l'ensemble des députés, en tout cas une très grande majorité des députés d'opposition comme du pouvoir, pensent quand même que l'homme a le coffre
je vais dire, pour diriger. Voilà, parce que n'oublions pas que quand même il a assuré l'intérim pendant de très longs mois. Depuis janvier. Voilà, depuis janvier, il a assuré l'intérim. Donc, ça veut dire que ils ont eu le temps de l'apprécier à l'œuvre. Ils ont eu le temps de voir. Moi, j'ai pu discuter même avec quelques personnes donc, du personnel de l'Assemblée nationale, le simple personnel. Et on se rend compte que beaucoup d'entre eux voient donc, dans l'élection de Bitogo quelque chose d'assez positif. Après, donc, Amadou Soumaoro, bien qu'ils aient eu aussi de très bons rapports quand même avec Amadou Soumaoro. Donc, je veux dire que l'un mis dans l'autre. Et puis, Bitogo, avant même qu'on ne voit donc, ces rencontres à la télé, j'ai suivi un peu, je vais dire, sa démarche. Il a rencontré de façon presque individuelle beaucoup de députés. Même les députés qui sont, je vais dire, les indépendants, qui ne sont que 3, Pascal Afingue, Sankebe Mahamadou et celui de, je pense, de Zenoula ou de Wawa. Mais il les a rencontrés individuellement. J'ai été témoin. Non, indépendant à l'Assemblée nationale. Je veux dire, ils ne sont pas dans le groupe parlementaire. Okay, voilà. Et donc, Kébé Mahamadou, par exemple, qui est indépendant, Bitogo a tenu à le rencontrer. Donc, il est dans un esprit vraiment de réconciliation. Il est dans un esprit de réussir à être le trait d'union. Et puis, l'un des grands symboles, Bitogo, est sudiste. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, il est le député d'Agboville, donc dans un parti donc majoritairement ancré au nord. Je pense que le trait d'union est quand même fait. Il a surtout compris le profil qui serait recherché, en tout cas pour la présidence de l'Assemblée nationale. C'est ce profil qui prône la cohésion. Président de conciliation. C'est ça, président de conciliation. Quand on voit les enjeux de l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui mieux, en tout cas, qu'un rassembleur, qui mieux que quelqu'un qui prône la cohésion pour pouvoir être à la tête de tous ces députés et les aider à faire face à leurs différents challenges. Et je pense que ce n'est pas forcément parce qu'il a envie de s'inscrire dans cette ligne-là, mais c'est parce que stratégiquement, c'est ce qui marche et c'est le profil qui fonctionne, en tout cas, avec la place qu'il recherche. On voit bien qu'il n'a pas l'attitude du vainqueur. Qui mépriserait les autres. L'image qui est entretenue de lui, en fait. Parce qu'on l'a vu aller au charbon là, pendant la présidentielle, mais je pense qu'il se présente à ses amis députés tel qu'il est, en fait. Hein. Et je le dis vraiment sans emphase. Parce qu'on aime souvent faire la caricature des hommes politiques à partir de faits particuliers qui les concernent et on les réduit à ce qu'on a pu retenir dans l'actualité. Et je voulais juste, pour terminer sur M. Bitogo, dire qu'il est le choix du président Ouattara parce que, c'est mon analyse, il était l'un des 3 piliers qui, en tout cas, qui était assez proche du président Ouattara. Il y a eu d'abord le Premier ministre Amadou Gon, voilà, qui a disparu, et puis le Premier ministre Ahmed Bakariko. Et donc, M. Bitogo est un peu le survivant de ce trio qui portait politiquement quand même l'action politique du président. Et puis, le renvoi d'ascenseur. Souvent, quand on parle de loyauté, on pense que ce sont ceux qui sont nommés qui sont redevables vis-à-vis de celui qui les nomme. Bien sûr, loyauté, fidélité. Mais là, le président Ouattara aussi, en imposant, en choisissant M. Bitogo, exprime aussi une forme de loyauté, de reconnaissance et de fidélité à quelqu'un qui s'est quand même beaucoup battu pour lui. Il a toujours été au charbon. Il a été plusieurs fois président du comité d'organisation du pré-congrès, président du comité d'organisation de ceci, de cela, directeur exécutif donc, du RHDP. En tout cas, c'est un homme qui a toujours été au charbon, c'est un homme de terrain. Voilà. Aujourd'hui, il est en train d'aborder une autre tunique. Il est le 5e personnage de l'État. Voilà, il était carrément le 5e personnage de l'État. Donc, il est en train d'aborder une autre tunique parce que aussi, à un moment donné, on a cru qu'il était dans le creux de la vague. Hein. Pas la tienne de tunique. Voilà. À un moment donné, il était dans le creux de la vague. Il y a eu beaucoup de tirs, donc je veux dire, sur lui au sein du RHDP. On se rappelle la sortie donc du ministre Mamadou Sanogo. Donc c'était un peu compliqué. Et là, le président lui montre effectivement, comme Alain le dit, que la loyauté finit par payer. Moi, je pense que le choix de M. Bitogo par le président Ouattara aussi a une vision un peu stratégique.
Parce que pour ceux qui ont suivi un peu la restructuration du RHDP, il était au départ directeur exécutif, aujourd'hui il est secrétaire exécutif. Certains avaient vu en cela un peu un relâchement de ses pouvoirs qu'il avait et tout ça. Et aujourd'hui, en permettant que celui-ci soit président de l'Assemblée nationale, d'une manière ou d'une autre, on vient renforcer ce coffre-là, cette autorité qu'il devait avoir, parce que dans le dispositif du parti, c'est quand même un pion qui compte. Absolument. En termes de mobilisation, en termes vraiment de bataille sur le terrain, d'engagement, c'est quand même un élément qui compte. Et si d'aventure, dans l'esprit des militants, on avait vu dans cette nomination en tant que secrétaire un peu une dilution de ses efforts, on pense qu'en le nommant, en donnant cette possibilité-là d'être au pêchoir, on vient renforcer encore cette carrure-là et cette carapace-là et du coup contribue encore à ce que le parti se retrouve un peu dans la cohésion. On termine ce point-là. Je voudrais juste préciser que élu président de l'Assemblée, il quittera ses fonctions de secrétaire national. Voilà. Secrétaire exécutif. Oui, pardon, de secrétaire exécutif du RHDP. Donc là encore, c'est une autre bataille qui va s'engager en interne, mais j'imagine que les choix sont déjà faits. Il y a quand même un enjeu aussi à cette élection qu'il faut souligner, c'est que le PPACI, quand M. Bitogo va rencontrer le PPACI, le discours de Hubert Oula est très clair. Alors, ils attendent donc le mot d'ordre de leurs leaders que sont M. Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, mais en même temps, comme j'ai dit, c'est un enjeu important qu'eux participent au vote. Parce que si, c'est bien, c'est évident donc, que le RHDP, archi-majoritaire à l'Assemblée nationale, remporte donc le siège, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, il faut que l'opposition significative, je veux dire, l'opposition majoritaire dans l'opposition, il faut que cette opposition-là prenne part au vote. Sinon, si elle boycotte, ça serait un mauvais signal pour la démocratie. Non, mais il n'y aura pas de boycott. Voilà. Mais non, c'est sorti. Je veux dire... On sera attentif peut-être aux abstentions. Voilà. À ceux qui vont voter, mais en même temps, c'est sorti. C'est sorti. Dans les coulisses, c'est sorti. C'est-à-dire qu'on peut accepter d'aller voter Bitogo, comme on peut ne pas accepter de voter Bitogo. Et puis, on peut développer d'autres discours. Donc, je veux dire que... Mais ce n'est pas un boycott. Mais si le mot, oui, ce que je veux dire... le mot d'ordre de voter pour lui. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Mais ce que je veux dire... Ce que vous voulez dire, par exemple, c'est que si les membres de l'opposition ne participent pas à cette élection, il y a une forme de légitimité qu'on pourrait... Non, mais je pense la légitimité est forcément là. Ouais. La légitimité... Non, je le dis en connaissance de cause. C'est-à-dire que c'est sorti. Voilà, le mot est sorti dans les coulisses. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Non, je vais dire quand Bitogo... de boycotter ou... Oui, le mot est sorti. Je vais peut-être dans les propos, parce qu'en fait, on a juste vu un petit bout de la vidéo de ce que Hubert a dit, mais il a dit plus que ça. Il a dit, par exemple, je voudrais rappeler ici que pour ce qui nous concerne, nous avons, avec le PDCI, choisi de ne pas présenter un candidat. Mais cela n'est pas suffisant. Les positions politiques dans le cadre d'une élection s'analysent au jour de l'élection par une abstention ou un vote effectif ou un vote négatif. Nous verrons parce que nous sommes dans l'attente des décisions de nos deux présidents, Laurent Gbagbo pour le PPACI et Henri Konan Bédié pour le PDCI. En ce qui nous concerne, le PPACI et le PDCI avec lequel nous sommes en alliance. Oui. Non, je vais juste qu'il a évoqué éventuellement. Il a évoqué l'abstention, il a évoqué d'autres, mais je veux dire. Mais ça fait partie du jeu électoral aussi, l'abstention. Oui, mais je n'ai pas dit que. Le mot boycott, c'est celui qui pose. Le mot boycott, ce n'est pas lui qui le prononce, mais c'est sorti. Oui, mais ce n'est pas un boycott quand on s'abstient. Non, je ne parle pas d'abstention en tant que boycott. Je parle de boycott. Voilà, mais à votre avis, quel type de boycott Non, il n'y aura pas de boycott, puisque là, déjà, vous voyez un peu la démarche républicaine de M. Bitogo. Il est allé visiter les états-majors. Mais ça, ils disent, tout le monde est gentil. Ils le disent dans le M. Hubert, là, il le dit, c'est en tout cas au niveau de le jour du vote que s'analyse au jour. Très bien. Alors, dans tout ça, il y a aussi, je vous dis, Jean-Michel Amankou, vous savez qui c'est? Le député de... Oui, le député PDCI qui va être candidat. Alors justement, il est élu Dany Bilécro, sous-préfecture, donc membre du groupe parlementaire PDCI, qui disait ne pas... Oui, il envisage en tout cas présenter sa candidature. Je crois qu'il a dû déposer sa candidature même parce qu'il veut être... Ça va bien, c'est voilà, bien, très bien. Mais c'est pas avec la caution du parti, il faut le préciser. Non, je suis d'accord. On parlait de discipline de parti ici il y a quelques jours. Comme tout à l'heure, Brice en citant a dit, c'est le député PDC Dany Bilécro. Il est important quand même de préciser que c'est... Voilà, sans la caution du parti, voilà qu'il... Mais là encore, on va analyser les suffrages qu'il recueillera. Est-ce qu'il aura... Non, mais même s'il recueille 10, 9 ou 5, voilà.
on verra bien qu'au sein de ces députés, il y en a qui n'étaient pas pour la démarche consensuelle autour de M. Victor Hugo. Donc, je veux dire, chaque chiffre qui sortira, le 7, sera analysé. Justement, il y a une jurisprudence en la matière, puisque face à Guillaume Soro, comment il s'appelle, Évariste Miambli a été candidat, il avait récolté 12 et 13 voix aussi. Donc c'est 12-13 voix de personnes qui n'étaient pas favorables au candidat élu. Donc ça, au-delà même de l'opposition, éventuellement le jour de l'élection à M. Victor Hugo, il y a déjà une analyse de la démarche pour dire, contrairement au RHDP, où la discipline de parti a dit M. Victor Hugo et tout le monde s'est aligné, elle a fonctionné. Au PDCI, on dit... pour l'instant, pas de candidat. Il dit non, moi je suis candidat. Ça illustre en tout cas. Au PDCI, il n'y a pas de consigne claire. Donc lui, il a aussi un boulevard pour être candidat. Moi, je pense que c'est le jeu démocratique. Mais logiquement, il devait avoir une conférence de presse aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en a été dans un hôtel de la place. Donc je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il en a été. Mais en tout cas, il a une conférence de presse de prévue. Peut-être que non, du candidat à Mankou. Donc je pense que peut-être à cette conférence de presse... avant la fin de l'émission, déjà, il est important quand même de préciser que c'est son droit le plus absolu. En tant que député... Oui, c'est son droit et de toute façon, c'est le jeu électoral. Il est vraiment libre de présenter sa candidature, tout comme Jarvis. La députée Zamblé Jarvis avait des velléités de présenter sa candidature jusqu'à ce que le parti décide que ce soit et qu'elle se retire. Donc la comparaison n'est pas raison sur ça. Non, je veux juste dire qu'il y a cette... C'est le jeu politique, c'est le jeu démocratique. La personne est libre en fait, c'est son droit. Non, mais vous êtes libre, vous êtes dans un parti, il y a une consigne de parti, il y a une discipline de parti. Votre liberté voudrait aussi que... Mais je pense que Alain a été précis là-dessus. Ça veut dire dans le parti, il n'a pas été clairement dit personne ne doit être candidat. On a dit pour l'heure, on n'a pas de candidat. Mais on n'a pas dit personne ne doit être candidat. Je pense qu'il peut s'accrocher à ça aussi. Oui, mais dès l'instant que je n'ai pas reçu une notification officielle pour dire que personne ne doit être candidat, je pense que cette possibilité, peut-être que le fait même qu'il ait posé sa candidature, bien qu'il ait été, et qu'aujourd'hui, comme il le dit, il y a une conférence qui n'a pas eu lieu, peut-être qu'ils ont dû certainement l'appeler pour dire, bon, la consigne maintenant, c'est que personne ne doit être candidat. Donc, voilà. Et puis quand même, il a un gros gain communicationnel, parce qu'à mon coup, je ne suis pas sûr que... Non, parce que vous le connaissez au pays. Je faisais un petit sondage sur le plateau tout à l'heure, j'ai eu une ou deux réactions, mais bon, après... Voilà, donc il y a un gain considérable en termes de communication et d'image. Voilà. Bon, ben, on marque une pause et derrière, on parle du passeport de Blé Goudé. À tout de suite. De retour sur le plateau du Live Talk pour la deuxième partie de notre rendez-vous. Ce soir, c'est soirée décryptage en compagnie de nos experts maison. Il y en a aussi Élisée Boloubeu, Alain Toussaint et il nous a rejoint Monsieur Franck Etienne. Notre prochain sujet de décryptage concerne Charles Blé Goudé. On le sait, qui a obtenu son passeport. Et la question pour la suite, la next step, l'étape suivante, c'est le retour de Charles Blé Goudé. À ce propos, des voix, un petit quiz sur le plateau. Morceau choisi, je constate qu'il a eu son passeport. Il en est heureux pour ce qui est de son retour. C'est à Charles Blé Goudé maintenant de décider, selon vous, ces propos sont du porte-parole du gouvernement. À l'issue du Conseil des ministres hier mercredi, le ministre Amadou Gon Coulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique. Amadou Coulibaly, pardon. Excusez pour l'erreur, Amadou Coulibaly. Même c'est vrai que c'est la même famille, mais bon, c'est Amadou Coulibaly, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, qui le disait hier à la suite d'une question d'un journaliste qui lui demandait quand est-ce que Blé Goudé rentre. Ben, c'est ce qu'il a donné comme réponse. Il a dit que le retour de Blé Goudé maintenant ne tenait qu'à lui-même, c'était à lui de décider de la date et de son retour. Voilà. C'est clair que la façon d'obtenir donc le passeport, pratiquement un an, donc après je vais dire sa relaxation, sa requête, pure et simple. Alors, et cette façon-là a fait tellement mousser les choses que je suis presque sûr que Blé Goudé va aussi peut-être s'arranger avec ses amis à théâtraliser un peu, voilà, son retour, voilà, à théâtraliser, parce qu'on est en politique, il faut qu'il gagne, voilà, parce que, comme je dis, il ne va pas avoir peut-être un retour triomphal, mais en même temps, il y a un petit triomphe dedans aussi, parce que quand vous êtes accusé donc, de crimes contre l'humanité, que vous êtes sous les projecteurs, vraiment aux yeux du monde, pendant
10 années quasiment, et que vous sortez donc on peut dire des griffes, entre griffes de la Cour pénale internationale, il y a quand même ce... Vous n'avez pas envie forcément de rentrer en catimini. Voilà, vous n'avez pas envie de rentrer en catimini, vous avez envie de rentrer, et surtout que Blé Goudé est un parti politique, donc il a dit clairement dans certaines interviews qu'il veut bien jouer les premiers rôles quand même plus tard dans ce pays. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on s'attende à ça, quoi. Il aura cette petite théâtralisation, et puis surtout qu'il a vu Laurent Gbagbo rentrer et les conséquences de certains pas que Laurent Gbagbo a posés et tout ça, les débats qui ont suivi. Donc, c'est sûr que Blé Goudé est en train de... Bon, en même temps, c'est pas forcément le même tableau, c'est pas le même cas de figure. Mais ce que je veux dire, par contre, vous posez comme question, mademoiselle et messieurs, sur le plateau, c'est le retour de Charles Blé Goudé aura quelle incidence sur la politique, sur la vie sociale, par exemple? Ce serait déjà un nouvel acteur dans le jeu politique, parce qu'il revient donc avec de nouvelles ambitions, on l'imagine bien. Mais je pense qu'on oublie un petit détail, c'est que son retour ne va pas se faire, j'ai envie de dire, si simplement. C'est-à-dire, oui, il revient à Abidjan, mais derrière, il y a d'autres dossiers à traiter. N'oublions pas qu'il est condamné par contumace à 20 ans de prison par la justice ivoirienne. Donc, qu'en est-il de cette condamnation? Quelles en seront les suites? Voilà, on peut s'empresser de rentrer, mais quand on arrive dans le pays, qu'est-ce qui se passe par la suite? Est-ce qu'on peut tout de suite rentrer dans le jeu politique? Bon, alors, il aurait dit, si j'étais Blé Goudé, que j'entendais votre question, j'aurais dit, bon, mon co-détenu est rentré, quasiment dans les mêmes conditions, accusé pour quasiment les mêmes faits. Et condamné aussi à 20 ans. Voilà. L'histoire nous a montré qu'il n'avait pas forcément les mêmes parcours. Hein. Quant à la délivrance du passeport, on a pu le voir. Moi, je crois que quand on regarde un peu le cheminement qui a suivi jusqu'à l'obtention du passeport par Blé Goudé, je pense que c'est des questions qui forcément ont été au centre des échanges. Je crois que le chef de cabinet du président, quand il sera rencontré Blé Goudé début avril à La Haye, je crois que c'est pas pour juste aller dire, on te remet ton passeport et puis tu rentres. Et Blé Goudé, même lui, poserait la question, je rentre dans quelles conditions? Et je crois que depuis longtemps, lui-même ne cesse de le dire, que avec des amis, ils ont pris langue avec le pouvoir. Je pense que c'est des sujets vraiment qu'ils ont discutés, qui ont été certainement au centre des échanges. Comme Franck le disait, certainement qu'il va vouloir théâtraliser, mais si théâtre il doit avoir, je suis sûr que c'est avec l'accord du gouvernement. Certainement que ce scénario-là sera écrit forcément avec les membres du gouvernement. Ça va pas se faire en dehors du gouvernement. Ça, très bien, Élisée. On va évoluer dans l'idée du théâtre que vous nous présentez. Donc cette pièce-là mettrait en scène Charles Blé Goudé dans un positionnement, on sait en ce moment, qui est très proche, hein, vous l'avez dit, assez proche, hein, permettez-moi l'expression, donc du gouvernement avec qui il a pris langue. Et puis de l'autre côté, il y a ces anciens ou ces alliés de l'époque, hein, voilà, on va dire ça comme ça, du PPACI ou du FPI, d'Afi N'Guessan. Quel positionnement vous pensez que Charles Blé Goudé adopterait à son retour? À son retour, je pense que j'ai pas envie de dire comme ça qu'il va jouer solo, mais je pense qu'il va avoir un positionnement très stratégique et qu'il va y aller par ses propres ambitions. Parce qu'on a bien vu que ces fameux amis n'ont pas forcément crié maintes fois à son retour, à la délivrance de son passeport. Ils n'ont pas été en tout cas les premiers à marcher pour qu'il reçoive son passeport. Donc je pense que les alliances se feront, si elles doivent se faire, de façon très très stratégique, sinon il ira pour ses propres ambitions. Le regard du consultant. Je consulte. Bon, moi je ne suis pas d'accord avec le terme théâtralisation que vous utilisez. Blé Goudé est un leader politique qui a été éloigné de son pays pendant une dizaine d'années et qui obtient le document qui lui permet de revenir au pays. Bien sûr, quand il revient, cela se fait en accord avec le gouvernement. On organise son retour. Maintenant, la manière dont il choisit la scénographie, c'est en accord avec... on est dans le lexique. Oui, mais c'est important, parce que théâtraliser, c'est faire de la manipulation, c'est paraître faux. Or là, il reviendra quand même en tant que citoyen libre, fier d'être ivoirien, j'imagine, et tout se fera en accord, contrairement au grand leader charismatique, Laurent Gbagbo, dont les représentants ont dit ici qu'il n'y a pas de négociation. Donc les choses vont s'organiser, je pense, avec le gouvernement. Exactement. Maintenant, est-ce que le gouvernement acceptera un retour triomphal, populaire, j'allais dire,
ou alors il lui intimera l'ordre de rentrer, mais un peu, comme on dit, sur la pointe des pieds. Bon, je pense que les choses vont se décider, qu'on en saura un peu plus prochainement. C'est pour le comment il rentre. Voilà, maintenant, quand il arrive, moi je sais, et je pense que vous le savez également, que depuis des années, Charles Blé Goudé a marqué quand même une appétence pour Simone Gbagbo, Affi N'Guessan, dont il est proche. Et j'imagine que quand il revient, ce seront ses principaux partenaires. Et quand vous observez le positionnement de ces deux personnalités vis-à-vis du gouvernement, elles sont plutôt dans de bonnes dispositions. Voilà, on a vu Madame Simone Gbagbo, se féliciter de la délivrance du passeport, très souvent réagir en ayant des mots quand même assez avenants vis-à-vis du pouvoir, de même pour Pascal Affi N'Guessan. Donc Blé Goudé qui veut s'inscrire dans la conciliation, dans la réconciliation et dans l'apaisement, forcément ira dans les sillons de ces deux personnalités. De toute façon, est-ce qu'il a le choix? C'est surtout, je pense que c'est c'est surtout la question question à se poser. Il faut être pragmatique politiquement. Quand en 2011, vous êtes délogé du pouvoir à coups de canon, dans les conditions que c'est, en plus que l'on sait, et que vous passez une dizaine d'années hors du pays et en prison, vous avez aussi le souci, il a exprimé à plusieurs reprises, de travailler à la paix. Je crois que ça ne s'impose pas à lui, c'est sa nature en fait. Même durant les années où Laurent Gbagbo était au pouvoir, on l'a vu ici, Blé Goudé organisait des caravanes pour la paix, il a sillonné le pays en compagnie de Feu Ouattaro, d'autres leaders de l'opposition armée. Je pense que parfois on grossit les traits. Tout à l'heure j'en parlais à propos de M. Bictogo, en disant que oui, effectivement, sur un fait, on juge une personnalité pour le reste de sa vie. Et Blé Goudé, effectivement, on peut avoir des actes manqués, des engagements qui prennent des tournures qu'on n'aurait pas souhaitées. Là, il revient au pays, il a dit, moi je viens pour travailler à la paix, à la réconciliation. Donc au moins, on peut lui donner ce crédit-là, je pense. Mais allez-y, terminez. Voilà, moi je veux juste m'appuyer sur un proverbe qu'a donné Blé Goudé. Je pense que peut-être Alain va nous aider. Un proverbe en BT où la définition, il a dit. Oui, mais il faut le dire. Quand la mère parle à son fils, l'orphelin tend les oreilles. Voilà. Je pense que Blé Goudé, en le disant, pour ceux qui quand même l'ont suivi un peu, peuvent comprendre un peu sa pensée. Il veut dire que le temps qu'il a passé à l'extérieur lui a permis d'appréhender un certain nombre de choses. Vivre comme il a vécu au devant de la scène durant plusieurs années, quitter ce devant de la scène dans les conditions qu'on sait, vivre tout ce qu'il a vécu depuis son arrestation au Ghana, la DST, jusqu'à La Haye, lui-même l'a dit une fois, tu ne peux plus te comporter comme par le passé. Parce que ça t'a appris beaucoup de choses. Absolument. Ça, c'est une réalité. Donc, quand on finit de dire ça, moi, je reste fondamentalement convaincu que l'engagement de Blé sera, comme lui-même le dit si bien, de contribuer à la consolidation de la réconciliation et de la paix. Donc, les actes qu'il va certainement poser, oui, c'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'on espère. Moi, je dis que il y a quand même quelques faits qui peuvent nous permettre de lui accorder un minimum de crédit. Voici quelqu'un qui sort, qui est définitivement acquitté avec Laurent Gbagbo. Quand ils sont libérés, un mois après, Laurent Gbagbo vient à Abidjan. Il fait une requête de son passeport. Ça prend 10 mois avant qu'on lui délivre le passeport. Mais à aucun moment, peut-être que les lieutenants, mais certaines personnes peut-être se sont insurgées, mais à aucun moment on a vu Blé Goudé s'insurger contre ce fait. Pour dire que non, on ne lui donne pas le passeport, c'est injuste et autres. Voilà, mais à aucun moment il ne l'a fait. Mais bien au contraire, en plus même de ne pas le faire, il a même pris langue avec, il a demandé, il a dit dans ses discours à ses lieutenants de prendre langue avec le pouvoir, voir comment est-ce qu'on peut négocier pour qu'il puisse revenir au pays. Je pense que c'est des actes quand même qui peuvent militer à sa faveur. Je suis d'accord, mais moi je pense qu'il ne faut pas non plus s'attendre à ce que quand ils reviennent, tout soit forcément, je ne sais pas si je peux utiliser le terme calme ou tout soit vraiment paisible, parce que ça reste un jeu politique. Non, enfin dans ses actions en tout cas. Non, ça reste un homme politique. Moi je pense qu'avant que Laurent Gbagbo ne revienne... On va parler de menaces, peut-être que... non, on ne parle pas de menaces. Ce que avait dire par exemple, mais avant que Laurent Gbagbo ne revienne, si on se souvient bien, on parlait de lui en tant que leader qui revenait
revenait pour la réconciliation, qui revenait pour prôner la paix, la cohésion, etc. Mais il a eu aussi des propos qui sont fâcheux dans le cadre de son jeu politique. Madame, c'est que justement, on en parlait. Mais Blé Goudé n'est pas Laurent Gbagbo, mais rien ne nous dit que ça ne peut pas être le cas. Moi, je suis d'accord avec vous, mais je vous dis qu'il ne faut pas non plus exclure le fait qu'il reste dans un jeu politique. La paix, oui, c'est pas parce que Blé Goudé serait le nouvel apôtre, ce serait le nouvel apôtre de la réconciliation ou viendrait dans une procédure de réconciliation qu'en tant que président d'un parti, qu'il constate que certaines choses ne se déroulent pas, qu'ils ne le disent pas. Qu'ils ne le disent pas. Donc c'est son droit. Mais en plus, ce qu'on ne dit pas, c'est que dans la tête d'un bon nombre de personnes, Charles Blé Goudé, fils naturel et spirituel de Laurent Gbagbo, reviendrait être aux côtés de son père. Pas si sûr. Pas si sûr. Puisque on n'a pas bien suivi les épisodes passés. Pas si sûr. Moi, je pense que Rihanna avait déjà lancé, j'ai lâché le mot, il se la jouera solo, forcément. D'abord ça, avant peut-être de se rapprocher de Simone Gbagbo ou de Pascal Affi-N'Guessan, d'abord, il va chercher à imposer, enfin, à faire en sorte que son parti se reconstitue, que son parti ait une certaine force. Avant qu'il se rapproche de Simone Gbagbo, de Pascal Affi-N'Guessan, ou peut-être d'Alassane Ouattara. Pas si sûr. On l'a vu poser à côté d'une photo. Non, il a posé. Non, pour la photo, c'est vrai que ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais en même temps, quand on est dans une disposition d'esprit de républicain, sincèrement, Alassane Ouattara est président il y a fait plus de 10 ans. On n'a pas à discuter de ça encore. Je veux dire, Laurent Gbagbo, quand il revient, la première personne qu'il va voir, mais c'est Alassane Ouattara. Non, c'est pas la première personne. Il a été au Congo et ensuite à Daoudko. Et on le déplore. Je suis d'accord. Et on le déplore d'ailleurs. Alors, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. C'est son droit, il fait ce qu'il veut. Je veux dire, il rencontre au Congo, non? Oui, si. Il a été baptisé. Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Là, et ensuite, vous allez voir le président. Mais je veux dire, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il rencontre Alassane Ouattara, il appelle Monsieur le Président, et il rit et puis il dit tout ce qui est passé est passé. Non, mais c'est pas. Si j'en parle, ce n'est pas pour la négation de la légitimité du président Ouattara. Non, c'est surtout plutôt une forme de reconnaissance qui pourrait, parce que ça a été le cas avec Affi, qui a été reconnaissant pour un certain nombre de choses et qu'on a fini par lui accorder des accointances un peu trop. Mais finalement, tous ont donné raison à Affi. Parce que quelle est la démarche contraire que chacun d'eux a menée? Aucune démarche contraire. Chacun d'eux, on se rappelle, et quand Affi était encore en prison, Miaka Oreto discutait avec le pouvoir. Ouais. Affi vient, il discute avec le pouvoir, on dit non, pourquoi discuter avec le pouvoir? Non, mais sauf que Affi vient, à la différence de Laurent Gbagbo, qui discute avec Alassane Ouattara, Affi discute avec Alassane Ouattara, et puis on dit que Laurent Gbagbo continue d'être dans son rôle d'opposant, il dénonce des choses, et puis Affi est étrangement... Non, là c'est vraiment pas vrai. Voilà, c'est vraiment pas vrai. Ici, sur ce plateau, que lui, il était un parti dans l'opposition, mais il n'est pas opposé. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans le gouvernement qu'on doit s'opposer matin, midi et soir. Oui. Et que même quand le gouvernement pose des actes positifs, on trouve quand même quelque chose à dire, à dénoncer. Et Pascal Affi-N'Guessan, il est dans sa démarche, en fait, juste rapidement. Moi, je l'observe depuis des années. J'ai eu l'occasion, quand il était Premier ministre aussi, de le côtoyer. Je veux dire, il est engagé pour la Côte d'Ivoire. Et il estime qu'à l'heure où nous parlons, ce pouvoir qui est en place travaille pour la Côte d'Ivoire et que lui, porté par cette ambition de développer le pays, considère qu'il faut accompagner le gouvernement. Il a quand même porté une déclaration. Oui, mais écoutez, on se réfère pas. C'est la vie politique. Mais c'est la vie politique. Et en fonction des absolument là des positions. Et puis stratégiquement, je pense que c'est quelque chose d'évident. Tout à l'heure, quand Alain parlait un peu de la conciliance qu'ont Madame Simone Gbagbo, Monsieur Laurent Gbagbo, Monsieur Pascal Affi-N'Guessan, je veux dire, c'est la suite logique des choses. On s'attend bien à ce que quand Blé Goudé arrive, il ne soit pas en affront direct avec le président de la République. Mais du moins, c'est ce qu'on espère. Il n'a pas le choix. C'est pour ça que je disais, est-ce qu'il a le choix? Il n'a pas forcément le choix. Pas l'ambition. Je pose la question. Mais même s'il avait cette ambition. Même s'il n'a pas le choix ou qu'il n'a pas d'ambition. Non, moi je pose même une question. Quand on a des ambitions, parce que Blé Goudé aujourd'hui... Non, attention, on n'a pas dit qu'il n'a pas d'ambition. Il n'a pas l'ambition de s'opposer coûte que coûte. Justement. Parce qu'il faut s'opposer. Alors, donc c'est ce que je disais pour faire un jeu de mots. Voilà, pour faire un jeu de mots, quand on a l'ambition de gouverner demain, on ne peut pas avoir l'ambition de s'opposer coûte que coûte.
Voilà, c'est Ah si, moi je connais quelqu'un Blé Goudé, c'est... qui s'oppose coûte que coûte, il a l'ambition de gouverner parce que son porte-parole, M. Katina, lui a dit on a envie qu'il remarche sur le tapis rouge, il s'oppose coûte que coûte. Alors est-ce que ça fonctionne? Voilà, est-ce que ça fonctionne? Moi, je veux juste comprendre. Est-ce que être dans l'opposition ou bien être de l'opposition fait que systématiquement on doit s'opposer à tout? Non, mais non, moi, je ne pense pas que ce soit la vous utilisez un mot qui a tout son sens, vous dites systématiquement. Mais ça ne peut pas être systématiquement. Voilà, donc mais quand vous êtes un parti d'opposition, quand vous êtes un parti d'opposition, il est dans votre rôle également de dénoncer. Je termine. Donc c'est systématiquement. Je pose la question. Si on est unanime que être dans l'opposition, bien être de l'opposition ne sous-entend pas de s'opposer systématiquement à tout, ben on accorde le crédit à celui qui estime à un moment donné que ce qui est en train d'être fait est conforme à sa vision, de le dire. Donc ça, ce n'est pas dire qu'il n'est plus dans l'opposition. Ça aussi, il faut qu'on soit réaliste dessus. En Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on a tellement stigmatisé les positions qu'aujourd'hui, quand même tu es dans l'opposition, que tu dis ça aurait été bien ce que le président a fait. Demain, tout le monde t'applaudit. Hein. Ceux qui sont du côté du pouvoir vont dire oui, tu as très bien parlé. Mais les autres qui sont de l'autre côté vont dire tu nous as trahis. Demain, quand tu viendras, tu diras non, que bon, vraiment cette fois-ci, là, ce que le pouvoir a fait n'a pas été bien parce qu'on estime qu'il aurait fait mieux. Ceux qui sont dans l'opposition trouveront que mais non, tu es en train de jouer à double jeu. Demain, tu nous applaudis, après tu dis non. Ceux qui sont dans l'opposition disent voilà, il est en train de retenir sa veste, il veut revenir vers nous. Mais il faut qu'on sorte de cette logique. Moi, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que être opposé, être dans l'opposition ou bien faire partie de l'opposition, pour moi, n'inclut pas que systématiquement on doit s'opposer à tout. Non, mais moi, c'est que vous utilisez l'utilisation du mot systématiquement. Mais c'est ce que mais ça pose toute la contradiction dans les propos. Personne, aucune opposition au monde ne s'oppose systématiquement. Mais simplement, moi je voulais... Je peux donner un exemple d'un vieil opposant congolais. Lui, il se présentait systématiquement, automatiquement aux médias. Je me rappelle à l'époque, quand j'allais en reportage au Congo, comme opposant à tous les régimes depuis 1962-63. Donc voilà, c'est un peu la caricature du politicien africain qui, quand il n'est pas au gouvernement ou à l'Assemblée ou dans le bon camp, estime qu'il faut dire non à tout ce que le gouvernement fait. Et je pense que ce n'est pas la bonne manière. Bon, d'accord, vous dites non. Mais heureusement... Je vais rectifier. Bon, on peut ne pas dire non systématiquement, mais on peut critiquer systématiquement. Mais bien sûr, mais la critique n'est pas forcément négative aussi. La critique peut être ça aussi, positive. il faut préciser ça. La critique. Donc le rôle de l'opposition, c'est de critiquer systématiquement. Par exemple, je vous le conseille. Je ne sais pas de dire non, de s'opposer. Non, je pense quand même qu'on est dans un gros débat philosophique là sur l'opposition, le parti au pouvoir, etc. Et l'opposition fait son travail d'être de l'opposition, de s'opposer à ce qui ne va pas, mais pas tous les jours, pas systématiquement. Donc, oui, mais ils ne s'opposent pas systématiquement. Il y a des moments où ils ont salué des actions. Bon, donc c'est ça, on est d'accord. Donc on est d'accord sur ça. Ce que moi j'essaie de dire, c'est que quand Blé Goudé arrive avec son parti, bien qu'il soit de l'opposition, il ne va pas être directement dans une stratégie de montrer systématiquement son opposition à tout ce qui est fait. Et même s'il n'est pas d'accord avec certaines choses, il aura de la retenue. Mais moi, n'a pas encore dit qu'il est. Mais en fait, je m'apprêtais à dire. Non, il est dans l'opposition puisque son parti n'est pas au pouvoir. Allez, et puis en plus même, je veux qu'on revienne sur quelque chose qui est important. Là, c'est un fourri. Quelque chose qui est important, Blé Goudé lui-même le dit, et je pense que c'est tellement fondamental ce qu'il a dit. Pour tous ceux qui se sont fustigés, ou qui ont fustigé le fait qu'il ait pris langue avec le pouvoir, et qui soient restés vraiment dans cette logique-là de discuter et obtenir son passeport, il l'a dit, il a posé une question, et ça aujourd'hui, je veux qu'on la pose devant toute la nation. Qui de tous ceux qui étaient à l'extérieur, à la suite de la crise, est rentré en Côte d'Ivoire sans avoir pris langue avec le pouvoir? Qui? Non, personne, justement. Ils ont tous pris langue avec le pouvoir. Donc pourquoi lui, on doit pouvoir imaginer que lui ne doit pas le faire? Mais il y a un autre symbole. Mais parce que il y a un symbole. Je vais dans des explications. Certains diraient qui a pris angle, certains ont pris angle pour langue, pardon. Certains ont dit on prend attache avec le gouvernement pour qu'on organise notre retour. Mais c'est pas, on est venu négocier avec le gouvernement pour avoir notre retour. Mais Brice, il n'y a pas plus de... Ils ont même dit, certains ont revendiqué ici, ils ont dit non, nous on n'a pas négocié, il n'y a pas eu de négociation. Maître Habiba Touré a dit, il n'y a pas eu de négociation. Contrairement à Charles de Goudé qui dit qu'il y a une négociation. Maintenant, Brice, je te dis, il y a ce qu'on peut venir dire devant la nation. Et puis, il y a ce que les esprits éclairés ne peuvent pas admettre. C'est archi faux. Et ça, je le répéterai à quiconque veut l'entendre. C'est impossible que dans la position que vous soyez, vous rentrez en Côte d'Ivoire sans prendre langue avec le pouvoir. Ce n'est pas possible. Quand vous êtes allé dans une telle situation,
hors du pays, quand on a vu tout ce que ça a causé. Mais attendez, il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des dupes. Non, mais et puis même le fait de prendre langue avec le pouvoir, qu'est-ce qui est anormal dedans? Ou bien qu'est-ce qui est rabaissant? Il n'y a rien de rabaissant, c'est normal. C'est de l'autorité. Mais c'est les termes que vous utilisez pour dire que si les gens aujourd'hui ont pris contact, on n'a qu'à dire les mots, langue et tout ça, on va dire ont pris contact avec le gouvernement pour qu'on organise leur retour. Et puis les gens disent qu'il y en a qui ont négocié. Parce que la preuve, quand on a utilisé le mot négocier, ça t'effrayait. Voilà, ils ont dit non, on n'a pas négocié. On est venu discuter avec le gouvernement. Mais Brice, quand on prend contact avec le gouvernement pour organiser son retour, on est en train de négocier quelque chose. Parce que si on n'a rien à négocier, on rentre tranquillement. Brice. On n'a pas besoin de prendre langue. Et j'ai un symbole que je souhaite de la part de Blé Goudé. Je sens que le débat est en train d'aller très vite pour ne pas que je perde donc cette idée-là. Alors, c'est vrai que Blé Goudé, en étant à l'extérieur, a demandé pardon aux Ivoiriens, a demandé pardon donc, pour tout ce qui s'est passé. Voilà, il n'est pas le seul coupable, hein, ça c'est clair. Il n'est pas le seul coupable, il y a des coupables de part et d'autre. Il y a des victimes aussi de part et d'autre. Voilà, il n'est pas le seul responsable. Voilà, il n'est pas le seul responsable. C'est la justice, c'est la blanchie. Il n'est pas le seul responsable. Il y a des responsables de part et d'autre et il y a des victimes de part et d'autre. Bon, pour moi, dans l'organisation de son retour, je souhaiterais par exemple que le premier acte qu'il pose quand il arrive à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'est de demander pardon. Voilà, bon, de demander pardon parce que il y a eu tellement de victimes. Pardon à qui exactement? Mais à la Côte d'Ivoire. Très bien. En tout cas, ce sera le sujet d'un autre débat, certainement. Des victimes. De ce que ferait Blé Goudé à son retour. On a bien noté, hein, on a bien compris de toute façon, pour l'instant, il ne s'est pas exprimé. Donc, on va regarder les prochains jours et on pourra davantage renforcer nos idées de part. On l'attend. On l'attend. On marque une courte pause. À tout de suite. Les canaux 206 du bouquet Canal Plus et numéro 6 de la TNT, eh bien, vous offrent l'occasion de regarder notre programme, le Live Talk et tous les autres programmes de la télé sans filtre, Live TV. Alors, pour le prochain sujet, eh bien, pour vous ramener au prochain sujet, eh bien, je vous propose un extrait du communiqué du Conseil national des droits de l'homme, datant du 31 mai 2022. Et à cet effet, bien, on parle de grossesse en milieu scolaire, avec des chiffres, tenez-vous bien, qui peuvent être hallucinants. 3409 cas de grossesse en milieu scolaire. Tenez-vous bien. 3409 cas de grossesse en milieu scolaire, avec 374 cas au niveau de la NAWA. Et ce qui est vraiment intéressant, avant que tu continues de donner les chiffres qui sont vraiment alarmants, c'est que quand tu donnes le chiffre de 3409 cas de grossesse en milieu scolaire, il faut dire sur quelle période, parce que ce n'est pas sur uniquement donc de septembre 2021 à mai 2022. Donc on est autour de 9 mois pour ce nombre de grossesses en milieu scolaire. C'est ce qui rend le chiffre beaucoup plus alarmant. Alors, je poursuis. 296 cas pour le Haut-Sassandra, dans le Guémon, 220 cas, dans la Niébitiassa, 200 cas, et puis au niveau du Sud Comoé, donc 166 cas. Alors, qui fait ça? Non, je veux dire, le qui fait ça, le qui fait ça, oui. Effectivement, c'est la réponse au qui fait ça va permettre quand même de juguler un tant soit peu ce phénomène-là. Pourquoi? Parce que on a l'impression finalement que c'est un phénomène qui a la peau dure. Depuis tout petit, on nous parle des grossesses en milieu scolaire. Donc, tout à l'heure, avant de venir, par exemple, j'ai essayé d'appeler donc au niveau du Conseil national des droits de l'homme pour savoir s'ils avaient cartographié au moins les, je ne dirais pas les coupables, mais comment on appelle ça? Identifier les auteurs. Oui. Voilà. Identifier les auteurs. C'est révoltant, à la limite. C'est révoltant. Il faut qu'on arrive à cartographier les auteurs pour savoir si ce sont les enseignants, ce sont les élèves entre eux. Ce sont les enseignants, les élèves entre eux. Mais il y a une grosse remarque qu'on fait, c'est que quand on regarde les chiffres les plus élevés sont dans les zones agricoles et puis souvent difficiles, je veux dire, où les gens sont, où il y a des accès difficiles à la ville. Alors, ça veut dire que la politique de proximité, de rapprocher l'école donc des populations, de rapprocher les lycées et collèges donc, dans les villages, je pense que cette politique-là doit être accentuée.
Parce que quand on regarde dans la Nawa, par exemple, vous allez trouver que beaucoup d'élèves qui sont donc dans les villes comme à Soubré, comme à Bio, sont des élèves qui viennent des campements, qui viennent des villages où il n'y a pas de lycée et de collège. Voilà. Donc je pense que ceci peut expliquer un peu la recrudescence toujours de ce phénomène. Alors, oui. Bon, moi, on a dit qui fait ça, je vous dirais pourquoi ça. d'accord. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même comprendre que le développement économique est indissociable du développement social. Et forcément, ça impacte l'avancée de la Côte d'Ivoire. Et 3400 jeunes filles, des adolescentes, donc des enfants, si vous ramenez ces chiffres à une moyenne sur 10 ans, c'est au moins 30 à 35 000 enfants qui seront obligés de sortir du système scolaire. Donc elles sont l'objet de la double peine. D'abord, celle d'être enceinte et puis celle d'être exclue du système scolaire. Donc c'est un problème important qui doit être pris en charge. Et tout à l'heure, Franck parlait des infrastructures, mais à l'époque d'Oufouette, il y avait les internats qui permettaient aux enfants qui arrivaient de la campagne, donc des zones rurales, de pouvoir être logés le temps, donc, durant l'année scolaire. Et maintenant, ces internats ont disparu, ou les foyers des jeunes filles, il n'y en a quasiment plus. Il faut que ces enfants qui arrivent en ville trouvent des tuteurs. Et ce n'est pas facile. Absolument. Alors, je vais vous rapporter juste des propos, je ne donnerai pas le nom. Et avec une personnalité, on discutait de ce phénomène il y a quelques semaines. Et cette personnalité était en déplacement dans une région du pays. Et elle parlait avec un clergé catholique. Et cet homme de Dieu, ce vrai homme de Dieu, lui disait que le principal problème, c'était les grossesses en milieu scolaire. Et cette personne a identifié 4 groupes de responsables. En premier, les chauffeurs de taxi. En deuxième, les boutiquiers. En troisième, les élèves eux-mêmes. Voilà, les élèves. Et puis en quatrième, les enseignants. Donc, il y a ça, quand c'est même... le qui fait ça. Voilà, le qui fait ça. Donc, il y a quand même de vrais questionnements. Et le type de réponse qu'on peut apporter, elle est bien sûr d'abord par la prévention, la sensibilisation, mais aussi la réponse juridique ou judiciaire. Parce que 9-10 ans, moi j'ai vu les chiffres, à 9 ans elles sont enceintes, à 10 ans, à 11 ans, c'est extraordinaire. Vous voyez. Donc là, il faut mettre en place peut-être des campagnes plus vigoureuses. C'est ça, et des campagnes plus une proposition et une autre. Des campagnes plus vigoureuses en termes de sensibilisation adressées directement à ces jeunes filles. Parce que finalement, j'ai envie d'utiliser le terme, ce sont elles qui se retrouvent dans des problèmes, ce sont elles qui reçoivent. Donc finalement, si elles sont mieux sensibilisées, si elles savent mieux faire face à ce type d'approche, on aura moins en tout cas de cas comme ceci. Parce qu'on se concentre trop souvent sur les auteurs. On se concentre trop souvent sur les auteurs, mais il faut sensibiliser la jeune fille elle-même. Très bien. Élisée, vous avez 30 secondes pour votre proposition. D'accord. La première, c'est déjà encourager le gouvernement à poursuivre sa politique de collège de proximité, vraiment de rapprocher encore les centres, les établissements scolaires de la population, comme le disait Franck. Et la seconde, mais je pense qu'il faut corser peut-être la législation pour que ceux qui sont vraiment auteurs, comme Alain le disait, c'est des chiffres hallucinants. Vous voyez, c'est l'avenir de plusieurs jeunes filles qui sont gâchées comme ça. Il faut peut-être corser la législation de sorte que ceux-là qui se portent coupables de ces genres d'actes-là vraiment soient sévèrement punis. Ouais. Ça va peut-être nous aider à juguler un tant soit peu cette situation. Voilà. Et ça, c'est un bon sujet pour André Bois, il y a problème. Très bien. On va dire, on considérer que ces auteurs sont de vrais prédateurs, on va dire. Voilà. C'est un mot qu'on m'a rapporté. Bon, alors, oui, ça va, on va, je ne sais pas. J'ai imaginé, pour terminer l'émission, faire appel à mon très cher et tendre ami Mike Dano, et qu'il y a une annonce. Voilà, on parlait tout à l'heure de Charles Blé Goudé, de son retour, de comment il se comporterait lorsqu'il rentrerait en Côte d'Ivoire. Eh bien, j'ai un petit moment commercial by Mike Dano, une annonce, regardez. Après le retour très émouvant du Woody de Mama, le passeport le plus attendu de l'année est enfin là.
Sous la haute bienveillance de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Sous le parrainage de son Excellence Patrick Hachi, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Sous la présidence de l'ensemble du gouvernement, la société Snedai, en partenariat avec l'ambassade de Côte d'Ivoire aux Pays-Bas, présente la cérémonie de remise du passeport ordinaire de Charles Blé Goudé pour la réconciliation nationale. C'était ce lundi 30 mai à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux Pays-Bas. Artistes invités, Annie Tchélé et Thibaut. Cérémonie de remise de passeport ordinaire de Charles Blé Goudé, suite des programmes. Analyse scientifique et authentification du passeport par le Haut Comité scientifique de la FESI à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et à l'Université Naguya Brogoua d'Abobo Adjamé. Suivi d'une cérémonie de libation à la Cour royale d'Abengourou. Lecture du Coran et bénédiction du passeport à la Grande Mosquée de Korogo. Tournoi Maracana et soirée Gbegbe dénommé Zadig Bapé à Passeport à Quiberois, Gagnois, Beaunois. Dernière ville ajoutée juste pour la rime. Culte d'action de grâce et canonisation du précieux passeport à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Soirée VIP, Moe Sexy and Passport au Lifestyle. Suivi de la grande release party History Passport by Blé Goudé à la mythique place Figayo de York City. Marraine de la soirée, Maman Dominique. Si elle ne veut pas, Maman Simone. Si elle ne veut pas, Maman Bédier. Si personne n'en veut, Maman Nadi Bamba. Charles Blé Goudé New Passport Celebration. Entrée seulement sur présentation d'un passeport biométrique. Spot sponsorisé par le RHDP, le PDCI, le PPACI, le FPI, l'UDPCI et Sorange. Bon, je pense qu'il est temps pour moi. Bon, on vous dit qu'on vous retrouve, Inch'Allah, lundi. Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, que Dieu veille sur vous qui veille sur la Côte d'Ivoire. Bon. Thanks. Merci. On va à la cérémonie du passeport. Ouf. Mike. À bientôt. À bientôt.